Voilà. Alors, nous allons. Le problème respiratoire est un problème central dans le syndrome des lèvres dans l'os. On le voit ressortir de différentes façons. Le diaphragme, qui est la jonction entre le thorax, l'abdomen, et puis qui intervient dans la posture et dans la position, comme on nous a expliqué ce matin, semble jouer un rôle vraiment important. Mais tout est lié, semble-t-il. Et je vais essayer de vous montrer comment on perçoit à travers ces patients cette manifestations respiratoires. Alors, ça, c'est une étude qui, à l'époque, portait sur 1700 personnes. C'est ce qu'on avait présenté donc à Marseille au congrès français de la Société de pneumologie. Et on a fait une petite statistique sur les 640 premiers cas. C'est toujours cette première série. Il y en a une deuxième, vous allez voir, si j'ai le temps de la présenter, qui précise justement les critères diagnostiques, qui a été analysé en partie par Isabelle récemment et qu'on va publier instamment. Voilà. Mais ici, déjà, de manifestations respiratoires, bien, il y a l'essoufflement. L'essoufflement, il est très fréquent. Il survient surtout la montée d'escalier et quelquefois dès le début. Et je pense personnellement, puisqu'on parle proprioception, on pense proprioception, que le rôle des mécanorécepteurs doit être considérable. Ces mécanorécepteurs, dans les articulations des membres inférieurs, n'envoient pas les messages au bon moment et les centres respiratoires ne sont pas informés de ce qui se passe. Et il y a l'essoufflement. C'est une hypothèse, ce n'est qu'une hypothèse. Peut-être la nuit, il y a des choses un peu analogues qui se passent. Mais en tout cas, je pense que c'est très net, puisqu'on les trouvait dans 85% déjà. On avait presque appelé ça le signe de l'escalier. Et il y a aussi les blocages. Alors les blocages, on les a évoqués à plusieurs reprises. Ces blocages, on n'arrive pas à faire entrer l'air. En gros, c'est ça. Alors, il y a les douleurs. On a parlé aussi des douleurs ce matin. Et on les retrouve donc dans 65% des cas, ces blocages. C'est ce qui nous avait amené à faire justement comme traitement, grâce à une rencontre très heureuse avec Monique. C'était où C'était il y a 10 ans. Voilà, c'était il y a 10 ans. On a oublié. Mais c'était un congrès national de notre spécialité. Et là, j'ai découvert le percussionnaire avec étonnement, puis après admiration. Parce qu'on a utilisé le percussionnaire dans un but proprioceptif, en disant, puisque les vêtements les aident, puisqu'ils ont ces problèmes respiratoires, peut-être si on envoie des sensations à l'intérieur, ça va peut-être les aider. Ça a marché, notamment sur un autre symptôme qu'on trouve ici, sont les bronchites à répétition, qui sont assez fréquents. Et on voyait déjà sur cette étude une différence entre les hommes et les femmes, et je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et donc, voilà, c'est ça. Alors cette étude, oui, a été reprise, a été complétée depuis par une série plus importante, mais dès 2013, on avait déjà vu, c'était le premier dossier, les 677. Là, on a repris une série, pour une autre ponction parmi les patients. On retrouve la dyspnée, 80%, on retrouve les blocages, 70%, on trouve à peu près les mêmes choses. Et puis il y a des choses qu'on n'avait pas bien regardées, c'était les fausses routes. Elles sont assez fréquentes. Fausses routes, 33%. Il y en a même peut-être plus dans la nouvelle série. Les douleurs costales, on en a parlé, c'est très important, elles sont fréquentes et dans 80% des cas, elles gênaient. Et puis il y a le reflux qui est très fréquent. Évidemment, à ce moment-là, il y a des problèmes bronchiques. 86% des patients ont quand même des reflux dans ce groupe-là. Quant au pneumothorax, on en parle. Moi, j'ai vu que 3 patients, 4 peut-être, qui ont un pneumothorax. Mais ce n'était pas forcément les formes dites vasculaires. On dit que c'est les formes vasculaires. Ceux-là n'avaient pas de forme vasculaire. Ceux que j'ai vus, c'était des formes, disons, ordinaires. Et les épreuves fonctionnelles respiratoires, le plus souvent, elles sont normales. Mais on a fait une étude qu'on n'a pas décodée encore. On n'a pas eu le temps. On a étudié 29, je crois que c'était 29 ou 30 personnes. On leur a fait le test des 6 minutes. On a enregistré, ça fait qu'on les retrouve. Et il y a quelqu'un ici qui a les documents. Mais on n'a pas eu le temps vraiment de le traiter. Et donc, on a, sur le plan de la physiopathologie qui nous préoccupe tous, là, c'était justement l'absence de la déformation des signaux qui n'étaient pas transmis. Ça, moi, ça me paraît important, personnellement. Ensuite, il y a les blocages à cause des douleurs, tout simplement, c'est assez simple. Et puis le fait que l'abdomen, on l'a dit et redit, qu'il y a un ballonnement de l'abdomen, des ballonnements importants, le diaphragme ne fonctionne pas très bien, les muscles abdominaux ne sont pas extraordinaires non plus, loin de là, et tous ces facteurs mélangés peuvent effectivement expliquer les difficultés respiratoires.
Alors les traitements, parce que c'est un problème, on a ça au quotidien, on nous appelle, ils sont aux urgences, ils sont en crise respiratoire, qu'est-ce qu'on fait? Même quelquefois, pendant la consultation, on m'appelle, bon, c'est la consultation, je dis venez tout de suite. Et en fait, la crise respiratoire la plus fréquente qu'on rencontre, ce sont les douleurs. Ces douleurs costales, ils sont en train ils ont l'impression d'asphyxier. Heureusement, il n'y a aucun accident gravissime, hein. Mais à ce moment-là, le traitement, c'est ce qu'on a évoqué, les injections par la lidocaïne, au niveau de la lidocaïne, au niveau des douleurs costales ou intercostales. Ou voire même des douleurs ici au niveau de la xiphoïde et le long même de la ligne blanche. J'injecte là aussi, ça m'est arrivé et ça marche assez bien. Et puis, il y a le traitement de la crise respiratoire on apprend aux patients qu'on devrait peut-être faire plus souvent. Ils ont la sensation de ne plus pouvoir faire rentrer l'air. Alors, c'est spécialiste, ce n'est pas de l'asthme, n'est-ce pas? Mais c'est de faire sortir pour l'asthme. Ils ne rentrent pas. Cette bradypnée inspiratoire, ils essaient de la forcer. Ah oui, ils ne savent pas ce qu'il faut faire. C'est souffler. Et ça, c'est des choses de rééducateur. Des trucs de rééducateur, mais c'est une adolescente que j'ai soignée au début, elle avait 15 ans, elle avait ses crises en pleine classe, et c'est elle qui a trouvé ça. Elle dit, moi, au lieu de... je m'arrête. Et puis je pousse un tout petit peu, et je m'arrête. Et puis je reprends, et je m'arrête. Et je leur explique que c'est le principe du pilotage automatique et du pilotage manuel. L'avion va atterrir, on passe en pilotage manuel. Et votre respiration, c'est vous qui la pilotez, vous ne le laissez pas emballer. Et ça marche assez bien, il faut dire. Voilà, c'est ces petits trucs que nous faisons et qu'on apprend aux patients, on devrait peut-être le faire plus systématiquement, notamment dans le cas de la kinésithérapie. C'est tout à fait un type de technique qu'il faudrait enseigner. Les orthèses rendent de grands services, ça a été dit ce matin. C'était dit, enfin non, ça n'a pas été dit comme ça, c'était pour les épaules, excusez-moi. Mais on a des cas où le port d'une orthèse, alors qu'on n'y arrivait pas, on était débordé par les problèmes respiratoires, enfin les pneumologues qui s'en occupaient étaient débordés, et puis la mise en place des gilets, des orthèses, l'effet proprioceptif probablement aussi, antidouleur probablement aussi. Donc ça, c'est un moyen qui est quand même assez intéressant à connaître. Et puis la lidocaïne vient d'en parler. Donc voilà ce que je voulais dire. Je crois que c'est tout, sauf que maintenant, et on va parler de la percussion et de l'oxygène. Alors la percussion et l'oxygène, eh bien, c'était donc, je vous ai expliqué l'histoire. C'est quand j'ai rencontré Monique, on va essayer ça. Et puis ça a marché. Ensemble, on a fait des études. On l'a validé. Ça marche. Il faudra reprendre tout ça. Puis les percussionnaires ont changé. Puis notre connaissance des syndromes a changé. La façon de, etc. Et comme un jour, une maman me dit, mais quand son garçon qui avait 10 ans rentre de l'école, ben, il est plus fatigué depuis qu'il fait le percussionnaire. On a vu tout de suite, c'était les bronchites qui étaient très, très vite éliminés. Puis d'autres éléments, les crises. Et mais c'est peut-être parce qu'il y a plus d'oxygénation. Donc on a ajouté l'oxygène. Donc on met l'oxygène, on va encore penser que j'ai des drôles d'idées. Eh bien, on me téléphone dans les semaines qui viennent. Mes amis ne me reconnaissent plus, parce que la fatigue est complètement fondue, la fatigue. Et coup de téléphone après, j'ai plus de migraine. Alors je crois que je cite quand même le cas de cette jeune fille. Je l'ai vue, elle avait 18 ans, c'est ça, oui, c'était en terminale. Elle avait des crises de migraine tous les jours, c'était épouvantable. Et ça perturbait sa scolarité. Je prescris l'oxygène, elle fait 20 minutes par jour, c'est tout. Seulement 20 minutes, mais très observante. Pendant 2 ans, je ne la revois pas pendant 2 ans. Tous les jours, elle fait ça. Elle n'a plus aucune crise de migraine. Alors on peut me dire c'est un effet subjectif, moi je veux bien. Quand même, ces histoires-là sont assez probantes et on retrouve vraiment les effets, vous allez les voir, puisqu'on a fait, grâce à notre ami Karl, une petite évaluation. Voilà les vêtements que vous connaissez, ils ont aussi ce rôle sur la respiration, c'est un peu universel, voilà.